Je croyais encore au fond de moi qu'un couple pouvait se réparer si on y mettait assez de bonne volonté. C'est ce que je me répétais comme un mantra en attendant sur la petite banquette grise du cabinet, rue du Faubourg Saint-Antoine, à 2 pas de Bastille. Ça sentait la tisane verveine et le diffuseur d'huiles essentielles bio. Tout était beige, doux, feutré, pensé pour apaiser. Moi, je n'étais pas apaisée du tout. Je triturais la fermeture éclair de mon sac comme si ma vie en dépendait. Mon cœur battait trop vite, mes mains étaient un peu moites. Pourtant, à côté de moi, Julien avait l'air d'un homme qui attend chez le coiffeur. Relax, jambes sur jambes, téléphone à la main, zéro stress. Je le regardais du coin de l'œil, espérant surprendre un signe de nervosité, de tristesse, de peur de me perdre. Rien. Son visage était parfaitement neutre. Il scrollait sur son écran comme si cette séance n'était qu'un rendez-vous administratif de plus dans son agenda. « Tu es prêt ?» ai-je demandé, la voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Il n'a même pas levé les yeux. « Oui, oui, on va faire ça bien, t'inquiète pas », a-t-il répondu d'un ton distrait. Je m'inquiétais justement. La porte du cabinet s'est ouverte avec un léger grincement. Une femme est apparue, petite, élégante, la cinquantaine tranquille. Carré châtain, lunettes fines, tailleur crème parfaitement coupé. Elle dégageait cette autorité douce des gens qui savent qu'on va leur confier quelque chose de précieux. « Bonjour, vous êtes bien Julien et Camille ?» a-t-elle demandé avec un sourire. Julien s'est levé le premier. « Oui, bonjour. »« Entrez, je vous en prie » a-t-elle dit en nous montrant le chemin. C'était la première fois que je voyais un cabinet de thérapeute de couple. Au mur, des affiches de colloques, des diplômes avec des tampons de l'Université de Paris, un flyer de la CPAM sur la santé mentale. 2 fauteuils face à un canapé, une petite table basse avec des mouchoirs en papier, un sablier en verre, quelques livres de psychologie posés bien en évidence. Je me suis assise au milieu du canapé. Julien s'est installé à l'extrémité, comme pour marquer une distance. Je l'ai senti comme un courant d'air entre nous. « Je suis la docteure Claire Renaud », a-t-elle dit, psychologue clinicienne spécialisée en thérapie de couple. Vous pouvez m'appeler Claire si vous préférez. Qu'est-ce qui vous amène ? Je me suis préparée à répondre. J'avais répété dans ma tête, dans la douche, dans le métro. On s'aime encore, mais on ne se comprend plus. On se dispute tout le temps. Je veux qu'on retrouve quelque chose. Des phrases simples, honnêtes. Sauf que Julien a pris la parole avant moi. C'est surtout pour elle, a-t-il dit tranquillement. Elle est, très émotive, très réactive. Tout devient compliqué. Le mot a claqué comme un couvercle. Réactive. Je me suis tournée vers lui, blessée. « Ce n'est pas que je suis réactive », ai-je protesté doucement. « C'est juste que je ne me sens pas entendue. » Claire a hoché la tête, mais son attention est restée tournée vers moi, comme si elle venait déjà de me classer dans une catégorie. « Quand vous dites « pas entendu », Camille, vous pensez à quoi exactement ?» a-t-elle demandé. « À un besoin de validation ? À une peur de l'abandon ?» Je suis restée un moment sans voix. Je ne sais pas. Je voudrais juste qu'il m'écoute quand quelque chose me fait mal. « Bien sûr », a-t-elle murmuré avec douceur. Mais souvent, quand une personne a une sensibilité émotionnelle forte, elle perçoit la moindre remarque comme une attaque. Vous vous reconnaissez là-dedans ? Les mots se sont posés sur moi comme des étiquettes. Sensibilité émotionnelle forte, perçoit tout comme une attaque. Julien a hoché la tête avec soulagement. C'est exactement ça. Je me suis raidie. J'essaie juste d'expliquer quand je suis blessée, ai-je insisté, c'est tout. Je ne dis pas que c'est mal, a répondu Claire. Je constate simplement un schéma. Quand Julien parle, vous vous sentez rapidement en danger et vos réactions deviennent disproportionnées. Le mot a planté ses griffes dans mon esprit. Disproportionné. Je me suis tordu les doigts sur mon genou. Je ne suis pas disproportionnée, ai-je murmuré. Je suis juste... Les mots se sont perdus. Vous êtes en souffrance, a-t-elle conclu pour moi, et cette souffrance colore tout. Julien a poussé en soupir appuyé. Moi, je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression de marcher sur des œufs en permanence. Un message WhatsApp mal formulé et c'est le drame. J'ai fermé les yeux une seconde. Ce n'est pas comme ça que je vivais les choses. Pour moi, les drames, c'était les silences, les pics, les soirs où il s'enfermait dans son bureau et laissait mon message en vue pendant 3 heures. Mais dans cette pièce, ce n'était pas ça qui existait. C'était ma réactivité. C'était ma disproportion. Quand la séance s'est terminée, j'avais l'impression d'avoir été retournée de l'intérieur. Sur le trottoir, en redescendant vers le métro, les bruits de la rue de Charonne semblaient étouffés.
Bon, c'était pas si terrible, a dit Julien en remettant ses écouteurs. Au moins, quelqu'un te le dit clairement. Me dire quoi ai-je demandé d'une petite voix. Il a haussé les épaules. Que tu prends tout trop à cœur. Elle est pro, elle, ça te fera du bien. Elle est pro. La phrase m'a poursuivie jusqu'à la maison. Astérisque. Les semaines suivantes ont ressemblé à une série Netflix dont j'aurais été à la fois le personnage principal et la spectatrice piégée. Chaque jeudi soir, on prenait la ligne 1 jusqu'à Bastille, puis on remontait à pied jusqu'au cabinet. Chaque jeudi soir, je débarquais dans ce salon beige avec un peu plus d'appréhension que la fois précédente. La deuxième séance, Claire a commencé par dire « J'ai eu Julien au téléphone cette semaine. » Je me suis crispée. « Au téléphone ?» Julien a répondu à ma place. « Oui, je t'en ai parlé, non ? Je voulais des conseils sur la bonne façon de réagir. » Il ne m'en avait jamais parlé. Claire a souri. « C'est très sain, a-t-elle assuré. Quand un partenaire a besoin de soutien pour aider l'autre, je suis là aussi pour ça. » Quelque chose s'est mis à grincer à l'intérieur de moi. Sain pour qui ? Pourquoi ? Je me suis entendue demander « Est-ce que ce ne serait pas mieux si on était tous les deux quand vous parlez de nous ?» Claire a incliné légèrement la tête, comme on le ferait avec un enfant qui pose une question naïve. Camille, parfois, l'un des deux a besoin d'un espace pour exprimer sa fatigue sans déclencher une réaction émotionnelle immédiate. Vous pourriez vivre ce type d'échange comme une attaque. Là, c'est un cadre sécurisé. Sécurisé, pour eux, pas pour moi. Elle a continué. Vous voyez, plus Julien a l'impression de devoir gérer vos réactions, plus il s'épuise. Et plus il s'épuise, plus vous paniquez. C'est un cercle. Julien a acquiescé avec une conviction tranquille. Je me sens vidée, oui. Je me suis sentie réduite à un problème logistique. Au fur et à mesure des séances, les mots de Claire formaient une cage invisible. Tu dramatises, tu internalises tout, tu personnalises chaque phrase, tu as peur d'être abandonnée, tu es dépendante affective. C'était dit sans agressivité, sans jugement apparent, toujours avec cette voix douce, contrôlée, ce vocabulaire technique qui donnait l'impression qu'un diagnostic se dessinait, inévitable, nécessaire. Une fois, j'ai osé dire « J'ai aussi l'impression que Julien me parle mal parfois. Il me dit que je suis lourde, épuisante, qu'il n'a plus envie de rentrer à la maison. » Claire a noté quelque chose dans son carnet. « Julien, vous vous souvenez avoir dit cela ?» Il a haussé un sourcil. « Peut-être, mais je suis à bout. » Elle s'est tournée vers moi. « Vous voyez, Camille, les mots de Julien sont la conséquence, pas la cause. Il réagit à une pression émotionnelle qu'il ne peut plus gérer. Votre job, ce n'est pas de demander plus, c'est d'apprendre à en demander moins. » En sortant ce jour-là, j'avais l'impression d'avoir avalé des cailloux. Le soir, dans notre 2 pièces du 11e, Julien s'est installé sur le canapé avec son ordinateur, sans un regard pour moi. Quand j'ai tenté de m'asseoir à côté de lui, il a décalé un peu son ordinateur sans se rapprocher. « Tu penses vraiment que tout vient de moi ?» ai-je murmuré. Il a haussé les épaules. « C'est pas tout, mais oui, une bonne partie. C'est ce que Claire explique, non ? Elle, au moins, met des mots dessus. Toi, tu passes ton temps à pleurer. » Je me suis levée sans répondre. Dans la salle de bain, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mes yeux cernés, mon front plissé, ma bouche serrée. J'avais l'air de quelqu'un qu'on aurait convaincu qu'il était cassé. Astérisque. La bascule s'est faite un soir banal, sur un détail. On devait dîner ensemble. Julien est rentré tard, encore une fois. Pas de message pour prévenir. Quand il a franchi la porte, il avait cette odeur de parfum qui n'était pas le mien, quelque chose de plus cher, plus sophistiqué. « Tu rentres tard », ai-je dit, en essayant de ne pas paraître agressive. « Réunion qui a traîné », a-t-il lâché, en déposant ses clés. J'ai voulu lui demander avec qui. J'ai ravalé la question. Ne pas être disproportionnée, ne pas être jalouse, ne pas surréagir. J'entendais déjà la voix de Claire me dire « Tu interprètes, Camille ». Dans la nuit, je me suis réveillée pour aller boire un verre d'eau. Le couloir était plongé dans le noir, mais une lumière passait sous la porte du salon. On avait dit qu'on dormirait ensemble pour recréer du lien. Depuis quelques jours, il prétextait être mieux sur le canapé. Je me suis approchée sans faire de bruit. Sa voix basse, reconnaissable entre mille, murmurait « Oui, je sais, je lui ai parlé de la séparation comme tu m'as dit, elle va finir par accepter. Non, t'inquiète, elle s'effondre à chaque séance, ça avance. » J'ai senti mon sang se glacer, j'ai collé l'oreille contre le bois. Un silence, puis sa voix encore, fondue d'une douceur que je ne lui connaissais plus. Bonne nuit, Claire, Claire. Pas la psy, pas docteur Renaud, Claire. J'ai reculé d'un pas comme si j'avais reçu un coup. Le verre que je tenais a failli m'échapper. D'un geste réflexe, je l'ai rattrapé, serrant tellement fort que ma main en tremblait. Je suis retournée au lit sur des jambes molles. Je n'ai pas dormi.
Au petit matin, les bruits de la ville redevenaient familiers. Camions poubelles, scooters, volets roulants du café en bas, mais à l'intérieur, tout était déplacé, comme si quelqu'un avait changé les meubles de place dans ma tête pendant la nuit. C'est ce jour-là que j'ai enfin appelé quelqu'un d'autre que lui. Pas ma mère, qui m'aurait dit de faire des efforts, les couples c'est dur. Pas mes copines, que j'avais déjà éloignées, persuadées d'être trop. J'ai tapé avocate divorce Paris sur mon téléphone, sans même encore être sûre de vouloir divorcer. Je voulais juste un regard extérieur. Quelqu'un qui ne connaissait ni Julien ni Claire. Quelqu'un qui ne serait pas payé par eux. La voix qui m'a répondu était claire, posée, nette. Cabinet de maître Sophie Dubois, bonjour. J'ai failli raccrocher, puis les mots sont sortis, maladroits, comme si j'apprenais à parler une langue étrangère. Bonjour, je crois que j'ai besoin d'être conseillée, pour un divorce ou quelque chose comme ça. On a fixé un rendez-vous pour le lendemain, près du palais de justice sur l'île de la Cité. Le lieu lui-même avait quelque chose de solennel, presque intimidant. Des robes noires partout, des portes massives, des plaques de la République française, des fils au contrôle de sécurité. Dans le cabinet de maître Dubois, rue de Harlay, il n'y avait pas de diffuseur d'huiles essentielles, juste une grande bibliothèque pleine de codes annotés et un bureau en bois massif. L'avocate m'a accueillie avec un sourire professionnel, sans empathie excessive, sans condescendance non plus. « Racontez-moi », m'a-t-elle dit en ouvrant un carnet. Je lui ai tout déballé. Les séances, les appels privés, les recommandations biaisées, le fait que Claire proposait que je quitte l'appartement pour calmer la dynamique, le fait qu'elle répétait que Julien avait besoin de stabilité, que ce serait plus simple s'il gardait le logement. Et enfin, la phrase de Julien dans le salon, comme tu m'as dit, suivie de ce « bonne nuit, Claire ». Je n'ai pas parlé comme une cliente rationnelle, j'ai parlé comme quelqu'un qui se noie et qui enfin aperçoit une main tendue. Je m'attendais à ce que l'avocate me dise que je fantasmais, que j'exagérais, que j'étais trop émotionnelle. Elle s'est adossée à son fauteuil, les sourcils froncés. « Vous avez des preuves ?» m'a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. J'ai des mails de confirmation de séance, des factures, des relevés bancaires avec des appels et des appels supplémentaires. Et j'ai entendu cette phrase hier soir, « Je peux le prouver si j'arrive à enregistrer ». Elle a tapoté son stylo sur le bureau. Ce que vous décrivez, c'est grave. Si votre thérapeute couchait avec votre mari pendant qu'elle vous suivait et qu'elle lui conseillait en même temps une stratégie patrimoniale, on est dans le conflit d'intérêts majeur, la violation du code de déontologie, la manipulation. Vous pourriez déposer plainte au Conseil de l'ordre des psychologues, demander des dommages et intérêts pour faute, et évidemment, ça pèsera lourd dans un divorce. Les mots « faute » et « dommages et intérêts » ont résonné dans ma tête comme des cordes de rappel. « Mais il me manque la preuve », ai-je murmuré. « Alors, il va falloir la chercher », a répondu calmement maître Dubois. « Discrètement. Et en attendant, ne dites surtout pas que vous m'avez vu. Continuez la thérapie, jouez leur jeu, laissez-les parler. Plus vous recueillerez de phrases, de mails, plus nous serons solides. » Un frisson m'a parcouru. Continuer à aller la voir, avec lui, après ce que je sais, Elle m'a regardé droit dans les yeux. Vous avez survécu jusque-là, vous survivrez encore quelques semaines. Sauf que cette fois, vous ne serez plus la proie, vous serez celle qui observe. Le mot a planté quelque chose en moi, une petite chose, dure, résolue. En sortant du cabinet, j'ai traversé le parvis du palais avec un sentiment étrange, un mélange de vertige et de lucidité. La scène roulait en contrebas, grise et lourde. Des touristes se prenaient en photo devant Sainte-Chapelle. La vie continuait comme si rien n'était en train d'exploser dans la mienne. Moi, j'avais un plan. Fragile, précaire, mais un plan quand même. Astérisque. La preuve, je ne l'ai pas obtenue tout de suite. Elle s'est offerte à moi quelques jours plus tard, un mercredi soir pluvieux. Julien avait annoncé « Je vais travailler tard au bureau, ne m'attends pas pour dîner ». D'habitude, j'aurais vaguement protesté. Cette fois, j'ai juste hoché la tête. D'accord. Quand il a refermé la porte, j'ai attendu. 10 minutes, 20, 30. Puis, j'ai pris mon manteau, mes clés, mon téléphone et je suis descendue. La pluie fine mouillait les pavés de la rue du Chemin Vert, les néons des kebabs se reflétaient dans les flaques. Son scooter était garé 2 rues plus loin. Il ne l'avait pas pris. Bureau, vraiment ? Je l'ai vu, de l'autre côté du boulevard, monter dans un Uber. Le cœur battant, je me suis glissée dans un autre taxi, récitant la plaque d'immatriculation au chauffeur. « Vous pouvez suivre cette voiture, mais pas trop près ?» ai-je demandé.
Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur avec un petit sourire. Une histoire de cœur, hein? Quelque chose comme ça. On a roulé longtemps. Le périphérique, la porte d'Italie, des rues que je ne fréquentais jamais. Après une vingtaine de minutes, l'Uber s'est arrêté devant un hôtel discret dans le 13e. Une façade moderne, 4 étoiles, rideaux épais, lumière douce à travers les grandes baies vitrées. J'ai noté le nom, Hôtel Lumen. Julien est descendu, a ajusté sa veste, a vérifié rapidement son téléphone. Je me suis tapie derrière un panneau publicitaire. Une femme l'a rejoint quelques minutes plus tard. Même taille que Claire, même silhouette, même coupe de cheveux. Elle ne portait pas son tailleur beige, un pantalon noir, une blouse bleu nuit, des bottines. Mais c'était elle, je le savais. Mon corps l'a reconnue avant mon cerveau. Ils se sont embrassés. Pas un petit baiser furtif, coupable, un baiser long, familier, sûrement répété. Julien avait les mains sur ses hanches, elle avait les doigts dans ses cheveux. Je les ai regardés comme on regarde une scène de film en accéléré, avec la sensation qu'on n'appartient plus à son propre corps. Mes mains tremblaient, mais j'ai quand même réussi à sortir mon téléphone. J'ai lancé la vidéo, j'ai zoomé, j'ai enregistré. Le bruit de la circulation, le néon du Franprix d'en face, les phares des voitures, tout se mélangeait en arrière-plan. Au premier plan, il y avait la preuve. Ils sont entrés dans l'hôtel. J'ai coupé l'enregistrement, rangé mon téléphone, puis je me suis appuyée contre le mur le plus proche. Si je ne l'avais pas fait, je crois que je serais tombée. Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment, c'était trop violent pour ça, trop brut. C'était comme si quelqu'un avait ouvert en grand les fenêtres d'une pièce qu'on gardait dans la pénombre depuis des mois. L'air froid de la nuit me fouettait le visage. Je suis rentrée en taxi, le téléphone serré dans ma poche comme un talisman empoisonné. Chez nous, l'appartement était silencieux. Trop. Le bruit du frigo, le tic-tac de l'horloge, la rue au loin, tout me paraissait soudain étranger. Je me suis assise par terre, contre le canapé, et j'ai regardé la vidéo encore et encore. À chaque fois, quelque chose en moi se brisait un peu, mais une autre chose se construisait. Ce n'était plus seulement « ils me détruisent », c'était « j'ai des preuves qu'ils me détruisent ». Le lendemain matin, j'ai envoyé la vidéo à Maître Dubois, avec un simple message. Je crois que ça vous intéressera. La réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Venez au cabinet à 15h, on prépare la suite. Astérisque, j'ai continué à aller en thérapie. C'était sans doute la chose la plus étrange, retourner dans ce même cabinet, m'asseoir sur ce même canapé, respirer ce même parfum de verveine, en sachant maintenant que la personne en face de moi partageait un lit avec mon mari. Je me sentais comme une actrice. Mon rôle, rester la Camille fragile qu'il croyait avoir patiemment façonnée. Ne rien laisser filtrer, laisser Claire dérouler son discours. « Comment ça se passe entre vous deux depuis la dernière séance ?» a-t-elle demandé d'une voix neutre. Julien a répondu le premier comme toujours. « Je trouve qu'elle fait des efforts, mais c'est encore très instable. » Instable. J'ai failli éclater de rire. Je me suis contentée de baisser les yeux, d'adopter cette posture chagrine, les mains croisées sur mes genoux. « J'essaie », ai-je murmuré. « Je le vois », a confirmé Claire, « mais tu restes très centrée sur tes émotions. Tu as encore du mal à te décentrer pour voir le point de vue de Julien. » Elle parlait de se décentrer alors qu'elle ne s'était jamais, elle, déplacée d'1 centimètre de son point de vue à lui. Elle a poursuivi comme si elle lisait un scénario. Je crois vraiment, Camille, que tu aurais tout intérêt à prendre de la distance. Tu t'accroches à cet appartement comme si ta valeur en dépendait. Si tu acceptes de laisser Julien y rester, au moins pour un temps, tu verras que tu te sentiras soulagée. Tu pourras te concentrer sur toi, sur ton travail, sur ton équilibre. Et moi, a enchaîné Julien, j'aurai un cadre stable pour continuer à l'aider. Le cynisme de la phrase m'a presque coupé le souffle. Continuer à m'aider depuis notre lit occupé entre 2 rendez-vous au Lumen, je sentais la colère monter, acide, brûlante. Mais je l'ai laissée courir sous la surface. Quand elle est arrivée à ma gorge, je l'ai transformée en quelque chose de plus doux. J'y réfléchis, ai-je dit. Peut-être que je pourrais aller chez ma sœur quelque temps. Je n'avais pas parlé à ma sœur depuis des mois. On s'était éloigné à force de « désolé, je ne peux pas, c'est compliqué avec Julien ». Mais ça, Claire n'avait pas besoin de le savoir. Elle a souri, authentiquement satisfaite. C'est une excellente piste. Tu verras, ça t'aidera à te couper de ta dépendance émotionnelle. Tu deviendras plus autonome. Autonome. Comme on parle d'un enfant qu'on encourage à aller à l'école tout seul. Pendant qu'elle parlait, mon téléphone, posé dans mon sac entrouvert à mes pieds,
enregistrait tout. La voix de Claire, les mots, les formulations sur l'appartement, sur ma prétendue instabilité, sur la nécessité de me retirer, moi, pas lui. La date, l'heure. En sortant, Julien m'a regardé avec cette condescendance lascive que je détestais. Tu vois, ça avance, t'es sur la bonne voie. J'ai senti un sourire se déposer sur mon visage. Ce n'était pas de la joie, c'était un masque, une arme. Oui, ai-je répondu, je crois aussi. Il n'a pas vu, dans mes yeux, qu'il n'y avait plus cette panique flottante dont il s'était tant nourri. Il n'a pas vu que quelque chose s'était redressé à l'intérieur de moi. Il ne savait pas que l'enregistrement audio était déjà envoyé par mail à Maître Dubois avant même qu'on atteigne la station de métro. Dans son monde, je restais la petite chose fragile qu'on façonne à sa guise. Dans le mien, je venais de franchir un seuil. Ce soir-là, en me couchant, je n'ai pas prié pour que notre couple soit sauvé. Je n'ai pas prié pour qu'il m'aime à nouveau. Je n'ai même pas prié pour que la douleur s'arrête. Je me suis contentée de me faire une promesse silencieuse. Ils ne me détruiront pas. Complètement. Pas moi. Pas cette fois. Et d'une manière étrange, cette promesse a mieux bercé mon sommeil que toutes les phrases de Claire sur la régulation émotionnelle et la compréhension des schémas. Je n'étais plus seulement la femme qu'ils essayaient de convaincre qu'elle était folle. J'étais celle qui avait commencé à écrire, calmement, méthodiquement, la fin de leur petite mise en scène. Le matin de la dernière séance, j'étais debout avant le réveil. Pas parce que j'étais angoissée comme d'habitude, mais parce que quelque chose en moi tenait debout tout seul, sans béquille. J'ai traversé l'appartement en silence, pieds nus sur le parquet, en faisant le tour des pièces comme si je les voyais pour la première fois. Le canapé où j'avais pleuré après les séances. La table de la cuisine où Claire m'avait recommandé, par procuration, de disparaître. Le lit où Julien ne dormait plus qu'en pointillé, entre deux réunions tardives. Tout était à sa place, mais plus rien n'avait la même signification. Sur la table basse, mon téléphone chargeait. À côté, un dossier cartonné rempli de feuilles soigneusement classées. Facture du cabinet Renault, relevé bancaire avec les consultations téléphoniques, capture d'écran d'email, copie imprimée de la réservation à l'hôtel Lumen, retranscription sommaire de ce que j'entendais sur mes enregistrements audio. Tout était prêt. Maître Dubois avait été clair. Vous allez à cette séance, vous restez calme, vous les laissez parler. Puis, quand le moment est juste, vous sortez les preuves. Vous ne hurlez pas, vous ne pleurez pas, vous posez les faits. Ce sera votre meilleur bouclier. Je m'étais entraînée à cette calme, à ce masque. Sous la douche, l'eau brûlante me coulait sur le visage et je répétais dans ma tête les phrases qui devaient sortir, dans quel ordre, avec quel ton. Je me voyais dans le reflet embué du miroir, les cernes toujours là, mais quelque chose de plus ferme dans le regard, comme si enfin quelqu'un s'était rassis derrière mes yeux. Julien est sorti de la chambre d'appoint vers 8h, cheveux en bataille, t-shirt froissé. Il avait cette tête des lendemains de gueule de bois émotionnelle, sauf que lui n'avait jamais de scrupules prolongés. « Tu es déjà prête ?» a-t-il demandé en me voyant habillée, sac posé près de la porte. « Oui » ai-je répondu simplement. Je l'observais un instant. Il me semblait plus nerveux qu'avant. Peut-être que Maître Dubois l'avait contacté entre-temps. Peut-être que Claire l'avait prévenu que la situation se compliquait. Ou peut-être qu'il commençait vaguement à sentir que le scénario lui échappait. « On y va ensemble ?» a-t-il lâché. « Si tu veux. » Dans le métro, jusqu'à Bastille, on n'a presque pas parlé. Il regardait son téléphone, moi les annonces lumineuses au-dessus des portes. Prochain arrêt, Bastille. Correspondance avec les lignes 5 et 8. Une routine parisienne comme une autre, sauf que j'avais l'impression de marcher vers la scène finale d'une pièce que je n'avais pas écrite. En sortant de la station, l'air froid de la place m'a fouetté le visage. On a monté la rue calme jusqu'à l'immeuble où se trouvait le cabinet. Les mêmes boîtes aux lettres, le même code, le même ascenseur un peu poussif. Sur le palier, devant la porte vitrée, j'ai senti mon cœur accélérer, mais pas comme avant. Plus comme une montée d'adrénaline avant un examen. Il n'y avait plus la panique, juste l'intensité. Julien a sonné. La serrure a cliqueté. Claire a ouvert. Toujours impeccablement coiffée, toujours ce parfum discret, toujours ce tailleur clair qui la faisait passer pour une figure rassurante. Si je n'avais pas eu la vidéo de l'hôtel dans mon téléphone, j'aurais pu y croire encore. C'est peut-être ça le plus terrifiant. À quel point les masques tiennent bien. « Bonjour » a-t-elle dit avec un sourire automatique. « Entrez » Je me suis assise à ma place habituelle sur le canapé. Julien s'est installé à l'extrémité. Claire a pris son fauteuil, un carnet sur les genoux, un stylo prêt. « Alors, comment ça s'est passé depuis la dernière fois ?» a-t-elle demandé, sa voix enroulée dans cette douceur professionnelle. Julien a pris la parole, fidèle à lui-même. « Je dirais mitigé. Elle fait des efforts, mais c'est encore instable. »
Le mot a glissé sur moi comme de l'eau sur du verre. Avant, il m'aurait transpercé. Là, il ne faisait que confirmer qui il était. Je me suis contentée de baisser légèrement la tête. « J'essaie, ai-je dit, comme vous avez dit. » Claire a esquissé un sourire de maîtresse d'école satisfaite. « Et c'est bien, Camille, mais on ne se défait pas de schémas anciens en 2 semaines. Tu as encore tendance à te centrer sur ta peur, sur ton anxiété. » Elle a marqué une pause, puis a planté son regard dans le mien. Je pense qu'il est temps de concrétiser ce qu'on évoque depuis plusieurs séances. Je savais ce qu'allait suivre. Je pouvais presque réciter. « À savoir, ai-je demandé doucement. « Une séparation temporaire, a-t-elle dit, posément. Cela me semble nécessaire. Pour Julien, pour toi, pour votre couple, paradoxalement. Tant que tu restes dans cet appartement, tu te cramponnes. Tu restes dans une logique de contrôle. Si tu acceptes de t'en éloigner, tu pourras retrouver un espace pour te construire individuellement. » Julien a hoché la tête avec sérieux. « Ça me paraît sain, oui, on ne peut pas continuer comme ça. » Je les ai regardés. Elle, droite dans son fauteuil, sûre de sa légitimité. Lui, avec cette petite lueur dans le regard qui mêlait satisfaction et pitié. « Donc, ai-je relancé, ce serait moi qui partirais. » Claire a pris un air presque chagriné. « Camille, tu sais très bien que c'est toi qui as le plus besoin de te recentrer. Julien, lui, a son travail, ses repères. S'il perd le logement en plus, ce sera une surcharge qu'il ne saura pas gérer. Tu risquerais de le perdre définitivement. Je crois que c'est à ce moment précis que quelque chose a basculé, en moi. » Son discours, répété séance après séance, que j'avais avalé sans filtre, sonnait tout à coup creux, comme une phrase apprise par cœur. On n'y entendait plus l'écho de ma souffrance, seulement la projection de leur projet commun. Je me suis entendue demander « Et concrètement, on fait comment ?» Julien s'est avancé. « On peut voir avec l'agence. Je garde le bail, je continue à payer le loyer, évidemment. Toi, tu peux aller chez ta sœur le temps que tu te reconstruises. De toute façon, tu dis souvent que Paris t'étouffe. » Je n'avais jamais dit ça. Mais dans cette pièce, les phrases qu'ils inventaient prenaient toujours plus de poids que celles que je prononçais. Claire a ajouté avec ce ton faussement maternaliste « Et sur le plan financier, ça reste cohérent. Julien a un CDI, une situation stable. C'est plus logique qu'il garde cette charge. Tu pourras rebondir de ton côté sans cette pression. » Je sentais mon sac contre ma jambe, le poids du téléphone à l'intérieur, le petit rectangle d'acier et de verre qui contenait la vidéo, les enregistrements, les mails. Tout ce qu'il ne soupçonnait pas. Mes doigts ont glissé, presque d'eux-mêmes, vers la fermeture éclair. « Je comprends », ai-je murmuré. « C'est sans doute plus simple, oui. » Claire a hoché la tête, satisfaite. « Exactement. Parfois, on croit se battre pour quelque chose qui nous détruit. La vraie force, c'est de lâcher. » J'aurais pu exploser, hurler, demander comment elle osait parler de vraie force alors même qu'elle programme, avec mon mari, mon éviction en douce. Mais j'ai eu une autre forme de force. J'ai respiré. J'ai surélevé légèrement le menton. Et j'ai doucement sorti mon téléphone de mon sac. Julien m'a jeté un regard surpris. « Tu fais quoi ?»« Je veux être sûre de ne rien oublier, ai-je répondu. C'est important ce qu'on dit aujourd'hui, non ?» Claire a souri. « Bien sûr, mais normalement les séances ne sont pas enregistrées. »« Il n'y a rien de normal dans ce qui se passe ici, ai-je rétorqué calmement. Sa main s'est crispée sur son stylo. « Camille. » Je l'ai ignoré. J'ai ouvert la galerie photo. Tapé sur vidéo. Cherché la bonne vignette, l'entrée de l'hôtel Lumen, les silhouettes sous la lumière dorée de la devanture. J'ai posé le téléphone bien en vue sur la table basse, entre les mouchoirs en papier et le sablier. Puis, j'ai appuyé sur lecture. Le silence qui a suivi le premier bip du son a été plus bruyant que tout le reste. On y voyait Julien qui descendait d'un Uber, on y voyait Claire qui arrivait à pied, blouson sur le bras. On les voyait se sourire, s'approcher, s'enlacer, s'embrasser. Pas un baiser volé, pas une erreur, pas un dérapage. Un baiser de gens qui ont l'habitude. Le sang de Julien s'est retiré de son visage. Claire est restée un instant figée, puis sa main a bougé comme pour arrêter la vidéo, avant de se raviser. « Éteins ça !» a craché Julien, « tout de suite !» Je n'ai pas bougé. « Il y a des copies », ai-je dit. Ma voix était calme, plate, irréprochable. « Camille » a balbutié Claire, « tu as violé ?»« Ah non » ai-je coupé, « je n'ai violé aucune intimité. Vous vous embrassez en pleine rue devant un hôtel. L'espace public, c'est pour tout le monde. » Elle a rougi brusquement, puis pâli. « Ce n'est pas ce que tu crois. » J'ai éclaté de rire. Pas un rire hystérique, un rire bref, presque tendre face à l'absurdité.
C'est littéralement exactement ce que je crois, ai-je répondu. Tu couches avec mon mari. Et pendant ce temps, tu nous reçois ici. Tu me regardes dans les yeux. Tu me répètes que je suis instable, dépendante, disproportionnée. Et, comme par hasard, toutes tes recommandations vont dans son sens à lui. Julien s'est levé d'un bond. Tu n'as pas le droit de nous piéger comme ça, c'est de la folie. Je me suis levée à mon tour, mais plus lentement. La folie, c'est d'avoir fait de ma thérapie un terrain de jeu pour votre histoire d'amour. La folie, c'est de m'avoir regardé m'écrouler ici, semaine après semaine, alors que vous couchiez ensemble. La folie, c'est de m'avoir conseillé de quitter mon propre appartement pendant que vous réserviez des hôtels. Claire a posé son carnet d'un geste soudain brusque. « Ça n'a jamais influencé mon travail », a-t-elle lancé. Ses yeux cherchaient désespérément un endroit où se poser qui ne serait pas mon visage ni l'écran figé sur ce baiser. Je l'ai fixé. Ce qui est fascinant avec toi, Claire, c'est ta capacité à croire tes propres mensonges. Tu crois vraiment que le Conseil de l'Ordre pensera la même chose, que la justice, que l'Agence régionale de santé, que je ne sais qui encore trouveront ça sans influence? Une thérapeute qui couche avec le mari d'une patiente qu'elle pousse à lâcher ses droits patrimoniaux? J'ai ouvert mon dossier, posé les papiers à côté du téléphone, les uns après les autres. Facture, bilan. Un mail où elle annonçait une séance téléphonique exceptionnelle avec Julien pour mieux l'aider à contenir Camille. Le relevé bancaire avec la mention « Hôtel Lumen, 2 petits déjeuners inclus ». Julien a attrapé ma feuille, en a lu la ligne, puis l'a balancée sur la table. « Tu es complètement malade, tu sais ça ?» a-t-il lancé. Je l'ai regardé comme on regarde un inconnu dans le métro qui crie des insanités. « Tu m'as traité de folle tellement de fois que tu y crois vraiment, hein ?» Et je dis doucement, « Ça t'arrange. Une femme folle, ça justifie tout. Ça justifie l'infidélité, les mensonges, les coups de fil nocturnes, les hôtels. Ça justifie même que tu t'allies avec sa psy pour la faire passer pour instable. » Claire a essayé de reprendre la main. Revenons à son ton de professionnel. « Camille, je comprends que tu te sentes blessée, mais on peut parler de ça. On peut… » Non. Ai-je tranché. On ne peut plus parler de rien. La relation thérapeutique est rompue depuis longtemps. C'est juste que je suis la dernière à avoir été mise au courant. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Je me suis tournée vers elle, très droit. À partir de maintenant, tout ce qui s'est passé ici est entre les mains de mon avocate. J'ai tout enregistré. J'ai des preuves de tes conseils biaisés, de tes propos sur l'appartement, de ta manière de pathologiser chaque émotion que j'avais. Tu pourras expliquer tout ça, en détail, devant les instances compétentes. Julien a frappé du poing sur le dossier de la chaise. « On peut régler ça entre nous !» Je l'ai regardé. « Non, Julien. Entre nous, c'est exactement ce qui m'a mise dans cette situation. Entre nous, c'est toi qui racontes l'histoire à ta façon et moi qui doute de ma réalité. Là, on va sortir de ce nous toxique. » Je me suis baissée, j'ai repris mon téléphone et coupé la vidéo et ramassé mes papiers. Les ai remis dans mon dossier. Mon sac était déjà sur mon épaule. « Où tu vas ?» a demandé Claire. « Chez moi, ai-je répondu, dans l'appartement que tu voulais qu'il garde pour sa stabilité. » Je me suis dirigée vers la porte. Ma main s'est posée sur la poignée. Je me suis retournée une dernière fois. « Ah, et ne vous amusez pas à détruire quoi que ce soit, » ai-je ajouté. « Maître Dubois a déjà tout. Chaque fichier, chaque mail, chaque facture scannée. Vous avez perdu le contrôle il y a longtemps. Vous ne le savez juste pas encore. » Je les ai regardés tous les deux. Julien, blême, respirant trop vite, Claire, agrippée à son carnet comme à une bouée. « Merci », ai-je ajouté ironiquement. « Sans tout ça, je serais peut-être restée prisonnière encore des années. » Je suis sortie. Le couloir sentait le produit d'entretien et la poussière. L'ascenseur a mis une éternité à monter au 3e. Quand les portes se sont ouvertes sur le hall, j'ai senti quelque chose tomber de mes épaules. Pas la douleur, pas encore, mais une part du poids. Dehors, la ville continuait comme si de rien n'était. Des scooters, des gens avec des AirPods, des livreurs à vélo. J'ai marché jusqu'à la station de métro, mon dossier sous le bras, mon téléphone dans la poche et une certitude qui faisait son chemin. Je n'avais pas perdu. Pas complètement. Pas moi. Astérisque. Les jours qui ont suivi ont été étranges, comme un lendemain de tempête. À l'extérieur, les dégâts sont visibles, mais à l'intérieur, c'est plus subtil. On ne sait pas tout de suite quels meubles ont été cassés, quelles fissures se sont agrandies, ce qui est encore solide ou pas. Le soir même, Maître Dubois m'a reçu en urgence au cabinet. Je lui ai montré la vidéo, les enregistrements, toutes les preuves. Elle a tout regardé, tout écouté, sans m'interrompre. À la fin, elle a posé son stylo.
Très bien, a-t-elle simplement dit. Nous allons déposer une plainte devant la commission de déontologie compétente, signaler les faits à l'ARS et les joindre au dossier de divorce. Je vais préparer des courriers recommandés avec accusé de réception. Il faudra que vous signiez. Et pour le divorce, ai-je demandé. Instruction du dossier, a-t-elle répondu. Les faits d'adultère, les preuves d'abus de position de la thérapeute, tout cela va jouer dans la répartition des torts, dans les mesures provisoires, dans la question du logement. Vous n'allez pas partir de cet appartement, Camille. Il n'en est plus question. C'est lui qui partira. La phrase m'a fait quelque chose de physique, comme si, pour la première fois depuis des mois, on me donnait le droit de rester quelque part. Mais il gagne plus que moi, ai-je objecté. Les juges ne regardent pas seulement les salaires, a-t-elle rétorqué. Ils regardent les circonstances, et là, les circonstances sont accablantes pour lui. Pour eux. Elle a marqué une pause, plus douce. Je ne peux pas vous promettre que ce sera rapide ni facile. Les procédures sont longues, il y aura des audiences, des confrontations peut-être. Vous allez revoir Julien, l'entendre raconter sa version. Ce ne sera pas agréable. Mais vous ne serez plus seul. En sortant du cabinet, la nuit était déjà tombée sur le quai. Les lampadaires projetaient des reflets dorés sur la Seine. J'ai pris un Vélib et je suis rentrée en pédalant lentement vers le 11e, le vent frais me giflant le visage. Je ne savais pas si ce que je ressentais c'était du courage ou de l'épuisement. Peut-être les deux. Astérisque. Julien n'était pas là à mon retour. Un mot vite écrit traînait sur la table. Je dors chez un pote, besoin de réfléchir. Aucun désolé, aucun on en parlera, juste réfléchir. Comme si quelque chose lui était arrivé à lui, comme s'il n'était pas l'auteur principal de ce qu'il venait de se passer. Je me suis couchée seule dans notre lit pour la première fois depuis qu'il avait déserté pour le canapé. J'ai posé la main sur l'oreiller à côté, l'endroit où sa tête reposait autrefois. Ça m'a fait mal, évidemment. Les souvenirs ne s'effacent pas avec une signature chez l'avocate ou un recommandé. Le lendemain, pendant que je buvais un café dans la cuisine, un mail de Maître Dubois est tombé sur mon téléphone. Plainte déontologique envoyée. Courrier de mise en demeure parti. Première audience JAF probable dans quelques semaines. On avance. On avance. Des mots simples, mais qui sonnaient comme un contresort à tout ce qu'on m'avait répété dans ce cabinet. Que je stagnais, que je ne savais pas évoluer, que j'étais coincée dans mes émotions. Là, j'avançais, concrètement. Julien est revenu en fin d'après-midi, les traits tirés. « Tu es encore là » a-t-il lâché en ouvrant la porte. « Chez moi, oui » ai-je répondu. « Où voulais-tu que je sois » Il a refermé la porte un peu trop fort. « Tu as tout salopé, tu sais, la carrière de Claire, ma vie, notre intimité. » Je me suis levée, posant ma tasse dans l'évier avec soin. « J'ai salopé quoi, exactement » ai-je demandé. « Le fait que tu couches avec ma psy ou le fait que je refuse de disparaître gentiment de l'appartement pour vous laisser le champ libre ?»« Tu inventes tout un film » a-t-il protesté. « Je n'ai plus besoin d'inventer » ai-je dit calmement. « J'ai des vidéos, des enregistrements, des mails, des factures. Et entre nous, Julien, si quelqu'un ici invente des films, c'est plutôt toi, avec tes grandes scènes sur ma prétendue folie. » Il a pris une inspiration, comme pour se lancer dans un monologue. « Tu sais très bien que tu n'es pas stable. » Je l'ai coupé d'un geste de la main. « Non, stop, ce disque-là, c'est fini. Ce que Claire a fait avec toi, ce qu'elle t'a soufflé, ce qu'elle a mis dans ta tête à propos de moi, ce n'est pas la vérité. C'était une stratégie, et je ne joue plus dedans. » Il m'a regardé comme s'il me voyait vraiment, pour la première fois depuis longtemps. Peut-être qu'il se rendait compte en direct que la Camille qu'il manipulait en séance n'était plus là. « Tu es devenue froide » a-t-il lâché. « Non » ai-je répondu, « je suis devenue lucide. » Une tension énorme remplissait la pièce. On aurait dû deux inconnus coincés dans un ascenseur. « Et maintenant, tu comptes faire quoi » a-t-il demandé. « Suivre les procédures, ai-je dit, laisser la justice faire son travail, reconstruire ma vie, dans cet appartement pour commencer. » Il a fait un tour sur lui-même, comme un lion en cage. « Tu peux au moins reconnaître que Claire t'a aidé à voir tes problèmes. » Une fatigue immense m'a traversée. Elle m'a aidé à voir les problèmes, oui, mais pas les miens, les vôtres. Je l'ai laissé là, au milieu du salon, et je suis allée dans la chambre. J'ai fermé la porte, pas pour faire une scène, mais pour marquer une frontière, une de celles que j'aurais aimé savoir mettre plus tôt. Astérisque. Les semaines suivantes ont été rythmées par les lettres recommandées, les coups de fil de l'avocate, les premiers échanges glacés entre les cabinets.
Julien avait trouvé un avocat à lui, un homme au ton sec qui écrivait des phrases comme « Mon client conteste fermement vos accusations et entend démontrer l'extrême instabilité de votre cliente ». La première fois que j'ai lu ça, j'ai senti une vieille panique remonter. Celle qu'on avait plantée en moi pendant des mois, à coups de diagnostic de pacotille. Maître Dubois, en face, a levé les yeux au ciel. C'est classique, m'a-t-elle rassuré. Ne vous laissez pas impressionner. Ils n'ont rien de solide, sinon ils n'attaqueraient pas votre santé mentale. Ils vont tenter de vous faire craquer pour vous pousser à accepter un accord minable. Ne signez rien sans me montrer. Je me suis agrippée à cette phrase comme à une bouée. Ils n'ont rien de solide. Un matin, j'ai reçu un mail de l'ARS m'informant qu'une enquête préliminaire était ouverte sur la pratique de la docteure Renaud suite à un signalement de son comportement. Je ne voyais pas le visage de Claire quand elle avait ouvert, quelque part, un courrier recommandé à son nom, mais je pouvais l'imaginer. Une femme qui avait construit toute sa carrière sur l'idée qu'elle réparait les autres, forcée d'affronter le fait qu'elle en avait brisé une. Je ne me réjouissais pas, mais je ne pleurais pas non plus. J'étais neutre. Quelques jours plus tard, c'était la convocation pour la première audience devant le juge aux affaires familiales, tribunal judiciaire de Paris. Une date, une heure, une salle. La veille de l'audience, je n'ai presque pas dormi. Pour la première fois depuis la confrontation, j'étais terrorisée. Je revoyais déjà Julien se lancer dans son récit bien rodé. Elle était instable, jalouse, excessive. On a fait ce qu'on a pu. Je revoyais déjà un juge en robe rouge hocher la tête et me regarder avec suspicion. Au petit matin, je me suis rendue à Saint-Lazare pour prendre le RER jusqu'à Magenta, puis la ligne 4 jusqu'à Cité. J'avais l'impression de flotter au-dessus des gens. Tous ces Parisiens pressés, avec leurs gobelets de café, leurs conversations sur Slack, ignoraient que quelqu'un dans leur wagon avançait vers la dissection officielle de sa vie privée. Dans le couloir du tribunal, je tremblais un peu. Maître Dubois, assise à côté de moi, lisait des notes. « Il va parler », m'a-t-elle dit. « Il va mentir, c'est son droit. Votre droit à vous, c'est de ne pas vous effondrer. Vous répondez aux questions et c'est tout. Le reste, ce sont nos pièces qui parlent. Nos pièces. La vidéo, les enregistrements, les mails. Ils étaient là, dans le dossier bleu, prêts à sortir au bon moment. Quand on a appelé nos noms, mon cœur est monté jusque dans ma gorge. On est entré dans une salle sobre, un juge derrière son bureau, une greffière, quelques bancs. Julien était déjà là avec son avocat. Il m'a jeté un regard que je n'ai pas su lire. Victime, agresseur, peur, colère, un mélange. L'audience n'a pas été un film spectaculaire. Les juges ne sont pas comme dans les séries. Pas de grandes tirades, pas de « objection, votre honneur », juste des questions, des dates, des chiffres. À un moment, le juge a demandé « Madame, vous parlez dans votre requête d'une relation extra-conjugale entre votre époux et la thérapeute que vous consultiez ensemble. Vous maintenez ces accusations ?» Ma voix a un peu tremblé, mais mes mots, eux, ne tremblaient pas. « Oui, monsieur le juge, j'ai des éléments concrets qui le prouvent. » L'avocat de Julien a levé les yeux au plafond. « Monsieur le juge, ma cliente, la demanderesse, est en grande souffrance et… » Maître Dubois l'a coupé calmement. « Nous avons versé au débat une vidéo, des relevés, des échanges mails, a-t-elle rappelé. Ils sont consultables au dossier. » Le juge a hoché la tête en feuilletant. « J'ai vu. Je note notamment les factures de consultation téléphonique entre monsieur et la psychologue, hors la présence de madame, puis la preuve d'une rencontre dans un hôtel pendant la durée de la thérapie. C'est problématique. C'est problématique. Juste 3 mots. Pas un grand jugement moral, mais pour moi c'était immense. Quelqu'un d'autre que moi, une figure d'autorité, mettait enfin un mot sur l'horreur que j'avais vécue. Julien a tenté de se défendre. « Ce n'est pas lié, a-t-il marmonné. On était déjà en train de se séparer et… » « Monsieur, a coupé le juge, les dates semblent pourtant se recouper. En l'état, cela pèse sur l'appréciation que je peux porter à la demande de maintien de monsieur dans le domicile conjugal. » Il a marqué une pause. « En attendant la décision sur le fond, je vais ordonner, à titre provisoire, que madame conserve la jouissance du logement. Monsieur devra se reloger par ses propres moyens. » Je l'ai entendu comme à travers un brouillard. C'était administratif, neutre, presque froid. Mais pour moi, c'était la justice qui disait noir sur blanc « on ne va pas la chasser de chez elle au profit de l'homme qui l'a trompée avec sa psy ». En sortant de la salle, mes jambes tremblaient, mais pour une autre raison que d'habitude. Pas de peur, d'émotion brute.
C'est une première étape, a commenté Maître Dubois. Rien n'est fini, mais c'est bon signe. Astérisque. Julien a fini par quitter l'appartement avec 2 valises et un carton. Il ne m'a pas regardé en sortant. La porte a claqué. Le silence qui a suivi était à la fois lourd et lumineux. Les premiers jours, je tournais en rond. Chaque objet me rappelait quelque chose de lui. Une tasse, un disque, une veste oubliée. J'ai trié, jeté, donné, repositionné. C'était ma manière à moi de désinfecter l'espace. Un soir, je me suis surprise à mettre de la musique. Pas nos playlists de couple, ces espèces de compromis musicaux qui ne ressemblaient à personne. Ma musique à moi. Un vieux CD de Louise Attaque, un peu rayé. J'ai chanté faux en rangeant les placards et j'ai réalisé que ça faisait des mois que je n'avais pas chanté. Petit à petit, la vie s'est glissée dans des choses minuscules. Un café en terrasse, place de la Nation, toute seule. Une balade au bord du canal Saint-Martin avec une amie que j'avais cessé de voir parce que Julien n'aimait pas trop son influence. Un cours de yoga dans une salle du quartier où personne ne savait qui j'étais ni ce que j'avais vécu. Sur les conseils de Maître Dubois, j'ai cherché une nouvelle psy. Pas dans l'11e, pas dans le même arrondissement. J'ai trouvé une psychologue dans un CMP du 20e, remboursée par la Sécurité sociale, avec un bureau sans décoration, sans huile essentielle, mais avec un fauteuil confortable et une vraie écoute. La première fois que je me suis assise en face d'elle, je me suis entendue dire « J'ai peur de refaire confiance à quelqu'un de votre métier ». Elle n'a pas essayé de me rassurer à tout prix. « C'est normal », a-t-elle simplement répondu. On va prendre le temps. Ici, rien ne sera décidé à ta place. À ta place. J'ai senti mes épaules se relâcher un peu. Avec elle, on n'a pas commencé par « tu es instable » ou « tu es dépendante ». On a commencé par « tu as vécu une trahison multiple » et « comment tu as fait pour tenir jusque-là ». Elle ne m'a pas expliqué que mes émotions étaient disproportionnées. Elle a dit « ton émotion est proportionnelle à la violence de ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas folle. On t'a fait croire que tu l'étais pour te faire taire. » J'ai pleuré, évidemment. Mais ce n'étaient pas les mêmes larmes. Ce n'étaient plus des larmes de culpabilité. C'étaient des larmes de reconnaissance, de soulagement. Pendant ce temps, la procédure suivait son cours. J'apprenais, mail après mail, où en était la plainte contre Claire. Suspension temporaire de son activité libérale pendant l'enquête. Convocation à un entretien déontologique. Possibilité de radiation. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je n'ai pas stalké son nom sur Google, pas cherché à la voir s'effondrer. J'ai juste accepté que quelque part dans Paris, une femme qui avait joué avec ma santé psychique devait maintenant rendre des comptes. Julien, lui, s'était fait plus discret. De temps en temps, un SMS tombait. On doit absolument parler à un moment. Tu pourrais arrêter avec la plainte contre Claire, ça va trop loin. Je répondais par des phrases courtes, validées par l'avocate. Rien de personnel, rien qui puisse être retourné contre moi. Une fois, il a essayé autre chose. Tu te souviens quand on a emménagé dans cet appart, on était tellement heureux. Je suis restée longtemps à regarder le message. C'était vrai. Au début, on était heureux. Ce n'était pas un mythe, ce n'était pas une illusion. Et c'est ça qui rendait tout plus compliqué. On ne souffre jamais autant que de voir quelqu'un qu'on a aimé devenir une arme contre soi. Je n'ai pas répondu, parce que j'avais compris quelque chose. Ce n'était plus à moi de porter la nostalgie de ce qu'il avait détruit. Astérisque, le jugement définitif de divorce a fini par arriver, des mois plus tard, dans un courrier blanc, sobre, administratif. Je l'ai ouvert d'une main un peu tremblante. Les mots étaient neutres. Ils ne racontaient pas une histoire, ils énonçaient des faits. Mariage dissous, tort principalement imputé à monsieur, maintien du logement pour madame, pension compensatoire modérée en raison des situations professionnelles respectives. Rien dans ce courrier ne parlait de l'odeur de l'huile essentielle dans le cabinet de Claire, ni du claquement sec de la porte de l'hôtel, ni de mes nuits à pleurer en silence. Mais ce papier était la traduction juridique de tout ça. Je n'ai pas sauté de joie, je n'ai pas dansé au milieu du salon, j'ai juste eu envie de m'asseoir. Je l'ai posé sur la table, à côté d'un bol de céréales et de mon mug préféré, et je me suis dit « c'est fini ». Pas tout, pas la douleur, pas le chemin à faire, pas les souvenirs. Mais cette bataille-là, en tout cas, était terminée. Plus tard, en terrasse d'un café près de République, une amie m'a demandé «
Tu regrettes d'avoir tout déclenché? J'ai réfléchi. Je regrettais de ne pas avoir vu plus tôt. Je regrettais de m'être laissé convaincre que je valais moins qu'un bail. Je regrettais les années où j'avais cru que c'était moi la tempête, alors que je n'étais que la maison fragile qu'on n'arrêtait pas de secouer. Mais déclencher la suite, non. Non, ai-je dit. Sans ça, je serais encore dans ce canapé en train de m'excuser d'exister. Elle a souri tristement. Tu es forte quand même. J'ai secoué la tête. Non, je suis juste revenue. C'est exactement ce que je ressentais. Je n'avais pas l'impression d'être devenue quelqu'un de nouveau. Au contraire, j'avais l'impression de revenir à la Camille d'avant, celle qui savait rire, poser des limites, dire non, dire ça je ne le mérite pas. Un soir, alors que je rangeais des cartons, je suis tombée sur un vieux carnet oublié au fond d'un tiroir. Dessus, en première page, j'avais écrit des années plus tôt « Ne jamais laisser quelqu'un d'autre raconter ton histoire à ta place ». Je l'avais complètement oublié. C'est ce que Claire et Julien avaient essayé de faire. Ils avaient tenté de réécrire mon histoire en une version commode où j'étais la femme fragile, instable, dépendante, qui devait partir en silence pour qu'ils puissent vivre le reste du récit tranquillement. Ils ont raté. Pas parce qu'ils étaient maladroits, pas parce qu'ils ont avoué quoi que ce soit. Ils ont raté parce qu'un jour, j'ai arrêté de lire leur version et j'ai recommencé à écrire la mienne. Alors quand, parfois, la nuit, une angoisse sourde revient, la peur de refaire confiance, la peur de retomber dans les griffes de quelqu'un qui parlera mieux que moi, plus fort que moi, je me répète doucement « Tu sais ce qu'est arrivé, tu as des preuves, tu as des mots, tu n'es plus seul ». Et, en y pensant, je me rends compte que la plus grande victoire n'est ni l'appartement, ni le jugement, ni la possible radiation de Claire. La plus grande victoire, c'est que je n'entends plus sa voix à elle dans ma tête. J'entends la mienne, enfin.